Charles-Éric Lemaignant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la DCF. Quelles sont aujourd'hui les priorités des présidents d'agglomération et de métropole aujourd'hui? Les priorités, c'est d'abord de clarifier les compétences, c'est-à-dire qu'on sorte du débat de la loi NOTRe. Le débat législatif, il a un peu trop duré. On a effectivement des allers-retours. On est perpétuellement dans la réforme des compétences. Aujourd'hui, avec la crise économique et sociale que nous avons, il faut qu'on agisse. Donc il faut que le périmètre, que les compétences, que tout ça soit plus clair pour qu'on sorte de l'incertitude et qu'on puisse agir concrètement sur le terrain. Deuxième priorité, elle est effectivement de comment est-ce que l'on fait face à la crise financière qui est devant nous. La réduction des dotations de l'État, c'est un bouleversement de la gestion financière de nos collectivités locales. C'est une première et en plus ça va durer vraisemblablement après 2017. Donc comment est-ce que l'on fait pour ne pas faire s'effondrer l'investissement public qui, je le rappelle, est pour l'essentiel porté par les collectivités locales, 71%. Comment on fait pour que cet investissement public, qui est l'une des attractivités de la Maison France, ne s'effondre pas? Comment est-ce qu'on fait pour reconstituer notre capacité d'épargne? La pilule, elle est trop difficile à digérer. Le montant des baisses de dotation est trop important. Rendez-vous compte, 12,5 milliards de moins sur une dotation globale de fonctionnement de 36 milliards. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2017, on aura 400 communautés qui n'auront plus du tout de dotation de l'État. Vous voyez, donc c'est un vrai problème de fond. Un, c'est trop élevé. Deux, c'est trop rapide. Quand on fait des mutualisations, bien sûr qu'on a des progrès à faire sur nos territoires. Bien sûr qu'il faut plus et mieux mutualiser. Bien sûr qu'il faut optimiser nos investissements. Mais on le fait dans une urgence telle que je crains qu'il y ait un effondrement de l'investissement local. Dès 2014, nous avons 9,6% de moins sur les investissements des collectivités locales et je crains que 2015 soit pire. Or, je le rappelle, ces investissements, c'est un élément de l'attractivité du territoire France. Et deuxièmement, cela fait du travail pour le BTP qui représente 10% des salariés français. Dans le cadre des évolutions institutionnelles du projet de loi NOTRe, est-ce qu'on peut envisager une convergence à terme du statut des intercos? Oui, très clairement, il faut aller vers cette convergence. Pourquoi les compétences sont-elles si différentes dans une communauté de communes de 15-20 000 habitants et une communauté urbaine de 200 ou 300 000 habitants? Est-ce bien raisonnable? Est-ce que l'on ne peut pas effectivement avoir un statut qui soit plus unifié, qui devrait ressembler vraisemblablement au statut des communautés urbaines? Comment est-ce qu'on travaille les relations entre l'échelon régional et l'échelon communautaire si on a tant de divergences dans la part, dans la relation qu'il y a entre les régions et les différents styles d'interco? La métropole de la MAPAM a un rôle bien plus important que les autres territoires urbains. Est-ce bien raisonnable? Donc clairement, la DCF pousse à une harmonisation du statut juridique des différentes formes d'intercommunalité. L'urgence, c'est aussi de clarifier les compétences sur les 4 champs, environnement, économie, aménagement du territoire et transport. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que là-dessus, autant les Français tiennent à la relation sociale et politique de proximité qu'est le maire. Et c'est normal, c'est bien naturel. Autant on se rend bien compte que le périmètre pertinent pour exercer la plupart des grandes politiques publiques, c'est l'intercommunalité. Dans les politiques dites grenelliennes, que ce soit l'eau, que ce soit l'assainissement, que ce soit les transports publics, que ce soit la collecte et le traitement des déchets, on ne peut pas imaginer que ça se fasse au niveau du seul territoire communal. Pour l'économie également, à l'évidence, l'échelon pertinent est l'intercommunalité. Donc vous voyez donc qu'il y a dessus une clarification des compétences à faire. Et surtout de grâce, n'opposons surtout pas la proximité qui serait le fait de la commune et le lointain qui serait le fait des intercommunalités. D'abord, ce sont les mêmes élus. Et vous savez, quand on connaît les relations passionnées des Français avec leurs poubelles, c'est en général l'intercommunalité qui gère la collecte des déchets. Je vous garantis que la proximité, on la vit au quotidien dans nos intercos aussi. L'investissement public local, c'est un vrai sujet. Quelles sont les actions prioritaires à mener dans ce domaine? Alors, il est clair, je vous l'ai dit, que le contexte, c'est un risque d'effondrement de l'investissement. Et ce serait calamiteux pour nous.
Je rappelle un exemple, une comparaison. En Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Entre 1996 et 2005, l'investissement public allemand est passé de 47 milliards à 29 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise financière des communes allemandes, des Gemeinde, pour lequel l'investissement est passé de 30 milliards à 16 milliards. Donc l'essentiel de la baisse de l'investissement allemand est lié à la crise financière des communes. Et on voit bien que l'Allemagne aujourd'hui est bien obligée de changer complètement de stratégie par rapport à un sous-investissement. Je le rappelle, l'investissement, c'est l'un des points essentiels. Et il n'y en a pas beaucoup de l'attractivité de nos territoires. Donc de grâce, il faut trouver des solutions pour que cet investissement continue, qu'on ne le néglige pas, qu'on n'arrête pas d'entretenir nos bâtiments publics, nos routes, parce que le réveil serait extrêmement difficile. Donc comment est-ce qu'on fait? Nous avons à la DCF demandé, dès début 2014, une conférence nationale des investissements. Nous avons recommencé à demander en 2015, puisqu'on n'avait pas de retour de l'État, d'avoir au moins des assises régionales de l'investissement. Visiblement, le gouvernement a entendu le message, puisque, en fin mai, début juin, nous avons au niveau des régions des assises régionales de l'investissement. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on va en faire? Si c'est pour se rencontrer et dire, recenser les projets, ce n'est pas suffisant. Il y a deux éléments qui me paraissent importants. Un, il faut d'abord qu'il y ait un observatoire. Quelles sont les priorités? Quelle est l'utilité sociale de nos investissements? Comment peut-on les optimiser? Et de faire ça, bien sûr, en liaison avec les fédérations professionnelles, cela va de soi. Comment est-ce qu'on peut également voir les dépenses de fonctionnement induites par différents types d'équipements? Donner les clés aux collectivités locales pour avoir une stratégie d'investissement sur le long terme. Élaborer des programmes prévisionnels d'investissement territoriaux. On l'a pratiquement tous en interco, mais il faudrait vraisemblablement les mixer avec les programmes prévisionnels d'investissement des communes pour avoir des PPI de territoire. Ça me paraît fondamental. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, il faut que l'État aussi sécurise ses interventions dans l'investissement. Aujourd'hui, pardon, mais c'est un peu la grande vadrouille. Un jour, on vous dit, on fait une contractualisation, et puis 6 mois après, on revient en arrière. Regardez, la baisse de dotation s'accompagne d'une baisse très forte des interventions des agences de l'État. Or, pour nos politiques communautaires, l'ADEME, l'ANRU, l'Agence de l'eau, c'est fondamental. Et on a des aides qui s'effondrent. Donc ce qu'il faut, c'est sécuriser les priorités d'investissement de l'État et des collectivités locales. C'est pourquoi nous appelons encore de nos vœux cette fameuse conférence nationale des investissements.